Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 3 février. Au sommaire de l'actualité ce soir. Passion recyclage en station. Les domaines skiables se démènent pour trouver des solutions pour réduire leur empreinte carbone. On le verra avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Et puis nous monterons en station au carreau d'Arrache pour assister à l'entraînement de Johan Jean-Demange. Ce jeune Haut-Savoyard gravement brûlé et amputé lors d'une action d'avion s'était fait la promesse de participer aux Jeux paralympiques sur son lit d'hôpital. Victoria Lopez est allée constater ses progrès. Et pour commencer ce journal, parlons du secteur culturel. Pendant que les mesures sanitaires s'allègent cette semaine avec l'assouplissement des règles sanitaires, le monde musical, lui, en profite pour reprendre du poil de la bête. À Annecy, le festival de musique actuelle hors piste se tiendra la semaine prochaine, du 9 au 19 février, au Brise-Glace, après 2 ans d'absence. L'année dernière, il avait été organisé sous forme d'une live session en ligne avec une programmation beaucoup plus restreinte. À quelques jours du festival, la scène du Brise-Glace est sur le pont pour accueillir les futurs festivaliers. Pour en parler ce soir, nous avons contacté Ludivine Chopard, la directrice du Brise-Glace cet après-midi. On l'écoute. Alors bonjour Ludivine Chopard, j'imagine que vous avez hâte de retrouver le public après 2 ans d'attente. Oui, bonjour. Effectivement, ça commence à être un peu long. On a quand même pu faire quelques petites choses pendant 2 ans, mais rien de très probant et rien de très habituel par rapport à ce qu'on a pu présenter jusqu'alors. Donc, on est impatient. Alors la difficulté, on l'imagine, c'est que le public soit bien au rendez-vous pour ce festival hors piste. C'est un gros travail de communication que vous allez devoir mener cette année pour le reconquérir. Oui, effectivement, notre inquiétude, au-delà de toutes les contraintes et les protocoles à mettre en place, c'est que le public a perdu l'habitude de venir dans nos lieux qui sont restés vraiment la plupart du temps fermés depuis 2 ans. Donc, bien sûr, on essaye de renforcer la communication. En même temps, c'est difficile puisque le contenu même de tous nos événements est constamment en mouvement, en changement à cause du contexte. On espère surtout que le public nous refera confiance très vite sur la qualité de notre programmation et des découvertes et que le Brise-Glace, comme tous les autres lieux de culture et de spectacle, redeviendra vite un endroit de référence pour la convivialité et la culture musicale. Alors depuis cette semaine, certaines règles sanitaires s'allègent, comme le port du masque à l'extérieur qui n'est plus obligatoire. Quelle sera la conduite à tenir au brise-glace pendant ce festival? Alors, c'est un peu là en demi-teinte en ce qui nous concerne, puisqu'effectivement, il y a une partie des restrictions qui ont été levées hier, mais l'autre partie, celle qui nous impacte le plus, ce sera seulement pour le 16 février. Donc, en attendant le 16 février, ce sera des concerts assis. Le port du masque chez nous reste obligatoire, quoi qu'il en soit, même en intérieur. Et le bar ne pourra pas fonctionner comme d'habitude dans ce contexte-là. Donc, on attend le 16 avec impatience, puisque à partir du 16, on aura de nouveau le droit d'être debout au concert, de consommer debout au bar. Il faudra sans doute encore garder le masque, mais en tout cas, ça ressemblera de plus en plus à ce qu'on a connu avant cette période difficile. Alors, on va un peu parler de la programmation à présent, qui est un peu changeante en ce moment. Quel est l'esprit de cette édition 2022 et que va-t-on retrouver comme ambiance à ce festival? Alors, c'est un peu spécial pour nous, le Festival Hors Piste, puisqu'en 2020, au moment de la première période de crise du Covid, c'était le dernier événement en fait, qu'on a pu faire vraiment avant la fermeture. C'était une super édition. Enfin, on était à des kilomètres de s'imaginer ce qui allait nous arriver. Et du coup, l'année dernière, on a dû annuler le festival puisque la période n'était pas du tout propice à son déroulé. Et cette année, du coup, on est vraiment un peu dans une logique de boucler les choses par rapport à il y a 2 ans. Donc, on est très content. L'état d'esprit du festival est un peu le même que celui des années précédentes, c'est-à-dire de la programmation principalement hors les murs, dans des endroits variés, pas forcément des lieux de spectacle. On aime bien promener notre public un peu dans différents lieux et on essaye aussi de faire des propositions artistiques assez larges pour que tout le monde puisse y trouver son compte et de valoriser aussi les artistes qu'on a repérés tout au long de l'année et de favoriser le plus possible les créneaux pour qu'ils jouent en live puisque c'est ce qui a manqué à tout le monde depuis 2 ans. Alors, quel style musical on va retrouver cette année? Si vous pouvez nous citer quelques exemples.
Oui, bien sûr. Alors, le style est toujours assez varié. On est plutôt axé sur tout ce qui est découverte et émergence, comme c'est la mission principale du Brise-Glace. Il y a quelques soirées ou quelques événements un peu particuliers qu'on peut citer. Tout d'abord, on a un concert de... Alors, tout le programme a été modifié, donc évidemment, il faut se tenir régulièrement informé, puisque nous-mêmes, on subit aussi les changements des groupes. Le mercredi 16, donc, qui sera le premier jour où on pourra refaire la fête au concert, on accueillera le groupe Venin Carmin. Ça me paraissait important d'en parler puisque c'est un duo féminin qu'on accompagne au Brise-Glace depuis quelques mois. Et du coup, dans la continuité des parcours que le groupe peut faire chez nous, on lui propose aussi ce créneau de live. Donc, c'est un groupe à découvrir et soutenu, validé par le Brise-Glace. On a également une très belle soirée qui est prévue le jeudi 17 avec Black Seed AU. C'est le coup de cœur de notre programmateur sur cette édition, qui a priori sera vraiment un très beau moment. On a prévu une petite surprise aussi le dimanche 13 avec un spectacle surprise qui s'adresse aux familles, les enfants à partir de 8-10 ans. Donc, vous ne savez pas ni où ça se passe, ni le contenu du spectacle. Les infos seront données par mail, bien sûr, après la réservation. Et puis, on a différentes propositions dans différents lieux, et notamment tout ce qui concerne des ateliers, puisque le Festival Hors Piste, ce n'est pas que des concerts. On a un atelier de dessin qui se déroulera à la médiathèque de Sénaux avec Quentin Kaya, qui est un artiste annécien qui a réalisé notre affiche cette année. Alors, l'atelier est malheureusement déjà complet. En revanche, on a un autre atelier avec le même intervenant sur la question du storyboard qui se déroulera à Art by Friends, qui est aussi un de nos partenaires. Donc, en gros, il y a moyen de découvrir de nombreux endroits de la ville qu'on a soigneusement sélectionnés pour être nos partenaires, avec des ambiances spécifiques et une ambiance à la fête à partir du 16. Alors, parlons-en un peu de cet atelier de storyboarding. Qu'est-ce que c'est concrètement et à qui c'est destiné? Alors, l'atelier Storyboard sera animé par l'artiste Oscar Les Vacances, qu'on recevra à plusieurs reprises sur le festival. Donc, ça se déroule à Art by Friends. Et effectivement, ce n'est pas un atelier tout public, contrairement à l'atelier dessin avec Quentin Caillard. On est plus sur effectivement le storyboarding. Vous pouvez vous inscrire et retrouver toutes les infos sur notre site. Et ce sera l'occasion aussi de découvrir le travail artistique qui est proposé par la galerie Art by Friends. Alors, cette année, les artistes internationaux manquent à votre programmation. Il y a Folly Group et Steve Gum qui ont dû reporter leur date. Vous devez faire face à des reprogrammations quasi quotidiennes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embouteillage sur les dates de concert à moyen terme? Alors effectivement, c'est une des grosses problématiques depuis 2 ans. Comme on est en général assez attaché aux artistes qu'on souhaite programmer, on essaye le plus possible de reporter les dates. Sauf que de report en report, évidemment, tout le monde se concentre au même endroit. Donc c'est difficile. On a aussi certains artistes qui, après 2 ans de crise, sont eux-mêmes en questionnement sur leur projet et se sentent moins légitimes à le défendre. Donc, c'est aussi plus difficile de les convaincre. Et sur le festival, effectivement, on a annulé plusieurs dates. La seule, pour le moment, qu'on peut annoncer en report définitif, c'est la date de Lucien Tunès et Joris Delacroix, qui aura lieu au mois de septembre. Voilà. Les autres projets, malheureusement, ne pourront pas être présentés malgré les efforts conjoints de nous et des artistes. Alors, comment vous faites en attendant? Vous allez devoir vous concentrer sur les artistes français? Effectivement, il y a une problématique internationale sur les tournées, sur les déplacements. Donc, on se concentre effectivement sur le français, sur l'européen quand c'est possible. Après, cette dynamique internationale devrait pouvoir se remettre en place d'ici la fin de l'année. En tout cas, l'avantage du Brise-Glace, c'est d'avoir une programmation géographiquement et esthétiquement suffisamment variée pour pouvoir rebondir même dans des périodes de restriction. Ceci dit, on a hâte quand même d'être beaucoup moins bridé et d'être plus libre dans nos choix de programmation. Alors, au Brise-Glace, vous avez aussi un rôle d'accompagnateur pour les jeunes artistes émergents. On en parlait tout à l'heure avec Venin Carmin, que vous suivez déjà depuis quelques temps. Est-ce que le Festival hors piste, c'est aussi l'occasion pour eux de se confronter à l'exercice de la scène? Oui, et tout à fait. Effectivement, dans nos missions, on a celle d'accompagner les groupes sur leur première scène ou sur le développement d'un projet déjà bien engagé. Donc, c'est effectivement une belle occasion. En plus, la dynamique en festival est toujours un peu particulière puisque le public est vraiment sur une démarche de curiosité. C'est davantage festif. Il y a une ambiance particulière puisqu'en plus, c'est dans des lieux inhabituels. Donc, c'est vraiment une belle occasion pour eux. Et nous, on essaye, dans la mesure du possible, de favoriser le plus possible les interactions entre les différentes missions. Donc, les groupes accompagnés sont programmés dès que c'est possible. Et ils sont aussi amenés à être programmés dans d'autres salles avec lesquelles on est partenaire.
C'est un bon tremplin pour commencer la scène du Festival hors piste, c'est une scène qui est facile. Je dirais que oui, c'est plutôt une scène facile parce que l'événement est maintenant bien ancré dans le paysage annécien et les artistes sont aussi contents de jouer sur un festival d'hiver. C'est une période où il y a moins d'événements, où du coup le public est aussi forcément plus en attente et plus réceptif. Et c'est vrai que la Chapelle des Forges, par exemple, est un lieu vraiment très atypique à exploiter pendant cette période-là. Une scène facile, sûrement, en tout cas une scène atypique. Et l'avantage, c'est comme il y a beaucoup d'émulation avec différents projets et différents groupes, ça leur permet aussi de pouvoir rencontrer d'autres artistes et d'imaginer peut-être des projets ensemble par la suite. Alors, une dernière question avant de se quitter. Il reste un spectacle surprise dans cette programmation. Alors, tout ce qu'on sait en ce moment, c'est il a lieu le 13 février à 14h30 et qu'il est accessible à partir de 8 ans. Est-ce que vous avez quelques indices à nous donner pour qu'on s'en fasse une petite idée? Alors, c'est difficile de donner des indices sans trop en dévoiler. Effectivement, du coup, dans l'histoire du festival hors piste, il y a toujours eu des endroits secrets avec des spectacles surprises, un petit peu d'inconnus. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est une proposition du dimanche après-midi. Donc, ne pas hésiter à profiter du créneau qui est en général un peu plus calme. Les informations sur l'accès, le lieu seront communiquées au moment de l'achat du billet. Après, le public sera conduit au dernier moment sur le lieu. Ça fait partie des possibilités du brise-glace aussi d'être à la fois sur la musique et d'autres esthétiques, mais j'en dis pas plus. Eh bien, merci Ludivine Chopard de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous. Partons en station à présent où chaque détail compte pour tenter de réduire le bilan carbone des domaines skiables. Fort de ce constat, une entreprise savoyarde s'est lancée le pari de recycler le caoutchouc nécessaire au fonctionnement des remontées mécaniques pour le transformer en dalles de sol antidérapantes. Plus d'explications avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. La prise de conscience mondiale de l'urgence climatique s'opère jusque dans les stations de ski. Générant chaque année près de 800 000 tonnes de CO2, les domaines skiables français restent toutefois à l'affût de solutions pour réduire leur empreinte écologique. L'une des dernières en date concerne les quelques 80 tonnes de caoutchouc utilisées chaque année par les remontées mécaniques. Ce caoutchouc, il a une durée de vie, c'est un nouveau caoutchouc, il a une durée de vie d'à peu près 5 ans. Et du coup, au bout de 5 ans, aujourd'hui, c'est incinéré en fait. Et donc nous, on va les récupérer, ces caoutchoucs. On va les amener jusqu'à la société Plymouth française, donc à Feyzin. On a co-investi plus de 600 000 € là-bas pour faire un outil de transformation du caoutchouc. On va revenir à de la pâte prête à cuire, on va dire. Et avec cette pâte prête à cuire, on va fabriquer des sols en caoutchouc. Donc on vend déjà des sols en caoutchouc. Aujourd'hui, on les importe d'Asie. Donc avec ce projet, on solutionne beaucoup de choses. On évite à 80 tonnes en France, 80 tonnes de caoutchouc en France d'aller brûler. Et puis en parallèle, on fabrique des sols ici en région Auvergne-Rhône-Alpes au lieu de les importer d'Asie. Un investissement permis par la région via le plan montagne et qui s'est avéré être payant. Cela après 3 années d'efforts et de recherche afin d'élaborer un nouveau procédé pour traiter tous les types de caoutchouc utilisés sur le marché. En fait, ce qu'on récupère, nous ne savons pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous sommes obligés par la R&D de savoir qu'est-ce qu'il y a comme additif. Des fois vous trouvez du métal, des fois vous trouvez de la fibre, d'autres fois vous trouvez du Kevlar, voilà un peu les quelques essais que nous avons faits nous obligent à investir encore dans d'autres équipements et dans de la recherche pour voir ces systèmes, comment les séparer et pour revenir au caoutchouc de base. Aujourd'hui nous ne jetons plus rien, mais on est arrivé à avoir quasiment en stock chez nous pour ne pas les incinérer 500 tonnes. Donc aujourd'hui ces 500 tonnes on les reprend petit à petit et on les réintroduit dans notre matière première de base. C'est une première. Les dalles emboîtables ainsi créées, composées de 75% de caoutchouc recyclé, sont d'ailleurs déjà installées dans les gares du Funiflène, tout fraîchement rénovées. Pour l'instant, en phase de test, le principe séduit déjà de nombreuses stations. On va vers une décarbonation de notre activité. L'objectif, c'est que d'ici 2030, on soit en zéro net carbone sur notre activité. Donc tous les leviers sont bons à prendre, on ne peut rien laisser de côté. Il ne suffit pas que ce produit soit issu d'une filière de recyclage, ça c'est très bien, mais il faut aussi qu'il réponde à nos exigences en termes d'usure, en termes de résistance au glissement, pour que nos clients puissent passer sur ces tapis sans glisser et sans se retrouver par terre. Si les premiers retours sont positifs, il faudra toutefois attendre la fin de saison et le vrai retour d'expérience avant de proposer cette solution à de nouvelles stations et à de nouvelles nations.
Un chiffre, 82%, c'est le taux d'occupation des stations de montagne cet hiver, selon l'Observatoire national des stations de montagne. Un chiffre record qui n'avait pas été atteint depuis l'hiver 2019, avant la crise sanitaire, où les hôtels, clubs et restaurants faisaient le plein. La clientèle est majoritairement française et principalement amatrice de ski alpin. Les Britanniques et les Néerlandais commencent seulement à revenir en station. Cette clientèle étrangère était quasiment absente à Noël. Et on reste en station et on part au carreau d'Arrache pour prendre des nouvelles de Johan Gendemange. Ce Haut-Savoyard avait été victime d'un accident d'avion en 2017. Amputé d'un bras, d'une jambe et brûlé sur la moitié du corps, il avait fait le souhait sur son lit d'hôpital de participer un jour aux Jeux paralympiques de ski alpin. C'est ce qu'il avait confié à Victoria Lopez lors d'un épisode dans Tête à Tête. Aujourd'hui, il a fait un pas de plus vers son rêve en intégrant le ski club des Carreaux il y a quelques mois. Notre journaliste est allé suivre ses progrès à l'entraînement, regardez. Il est la nouvelle star de son ski club. Sur une jambe, avec un seul bras et une vision réduite, Johan prend tous les jours le départ à l'entraînement sur les pistes des Carreaux. Tu vas vouloir en rajouter là, avec la neige qui est un peu lourde, ça va te prendre les pieds. Le ski, c'est désormais toute sa vie. Une vie que Johan a bien failli perdre un jour de juillet 2017. Dans un terrible accident d'avion, il a perdu un bras, une jambe et plus de la moitié de son corps a été brûlé. Son œil a été atteint. Sur son lit d'hôpital, Johan a suivi les Jeux paralympiques. Une étape clé dans sa bataille pour la vie. J'étais encore en réanimation donc à l'hôpital. Donc, en fait, ça fait pile poil 4 ans quasiment parce que c'était pendant les Jeux Olympiques. Et voilà, je pouvais faire que ça de toute façon vu mon état physique. Donc j'ai regardé les JO et c'est nos sportifs français, nos champions français qui m'ont procuré peut-être mes premières sensations, émotions surtout depuis l'accident. Et ça m'a tout de suite redonné envie de skier. Et je me suis dit moi aussi j'ai envie de vivre ça peut-être à mon tour et voilà, on verra bien. Et depuis, j'ai jamais lâché l'affaire. Voilà, j'en suis encore très loin, mais ça avance plutôt bien, donc c'est cool. 4 ans plus tard, en effet, Johan est à l'entraînement 5 jours par semaine. Après son passage dans notre émission en Tête à Tête l'année dernière, le ski club des Carreaux l'a accueilli sans hésitation. C'était pas un skieur de compétition à la base, il l'est devenu. Il est bien têtu et c'est ce qui fait qu'il soit vraiment déterminé et il s'en sort vraiment bien, il y a des gros progrès. Johan s'entraîne avec les jeunes du club qui lui ont réservé un accueil plus que chaleureux. Je trouve que c'est une inspiration pour nous tous parce qu'il a tellement de motivation, c'est incroyable, vraiment. Je m'en inspire tous les jours parce que je trouve qu'après tout ce qu'il a vécu, c'est vraiment très fort de sa part. Je lui souhaite qu'il y arrive et puis qu'il ramène la médaille. Il a beaucoup de motivation, il baisse jamais les bras et quand il a un objectif, il veut toujours y arriver. Et du coup, ça nous inspire à nous, jamais baisser les bras. Pour l'accompagner sur sa route jusqu'aux Jeux de Milan en 2026, le ski club a mis en place une cagnotte. On a lancé une plateforme sur une plateforme de crowdfunding, une société donc de financement participatif qui s'appelle I Believe in You. L'idée est donc il y a un projet ski club qui est d'aider le maximum de jeunes enfants donc pour les années 2015-2016 à venir de rejoindre le ski club et de pouvoir grâce au financement du public aider les familles qui n'ont pas forcément les moyens de se payer du matériel de ski, aider les athlètes qui sont dans le besoin pour des problèmes de handicap à aller jusqu'au bout de leur objectif. Et pourquoi pas, c'est l'objectif final du ski club, c'est Johan aux Jeux paralympiques en 2026 et c'est un ou une de nos athlètes actuels en Coupe du Monde en 2030. Johan a en effet un équipement spécifique qui coûte cher, des protections car il ne peut pas repousser les piquets de slalom comme les autres, un ski adapté ou encore une prothèse spéciale conçue par son partenaire Chablos Orthopédie. Le chemin sera long jusqu'aux Jeux, mais Johan ne lâche rien. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Thierry Paul, mais à suivre le dernier épisode de votre émission Panorama consacrée cette semaine à la biodiversité. Merci à toute la rédaction et à l'équipe technique pour cette édition. Exceptionnellement, demain, il n'y aura pas de journal car une partie de notre équipe est confinée. Nous, on se retrouve lundi pour le prochain journal. Je vous souhaite une très belle soirée sur Rythme Mont Blanc et à très vite. Prenez soin de vous.